Nana, très heureuse de te retrouver aujourd'hui avec une thématique pour cet épisode en lien avec le bonheur. Tu sais, ces fameuses injonctions, tu as tout pour être heureuse. Waouh! Moi, ça m'a toujours agacée, d'autant que le bonheur est quand même un sujet qui est très, très fort mis en avant sur les réseaux sociaux, de manière générale, dans la vie, comme une injonction. Et puis finalement, c'est quoi le bonheur? C'est quoi être heureux? Surtout quand on vit ce sentiment de décalage et qu'on essaye depuis longtemps de se conformer. Il y a un vrai piège là-dedans. Et c'est de ça dont j'ai envie de te parler aujourd'hui. Parce que même sur le papier, si tout semble parfait, eh ben, c'est peut-être pas du tout parfait, toi, dans ce que tu vis. Et peut-être que ça ne l'a jamais été, et peut-être que tu ne l'as pas forcément conscientisé, mais qu'aujourd'hui, il y a comme une faille qui est en train de se mettre en place et quelque chose qui commence à craqueler. Et puis derrière, il y a peut-être quelque chose de beau qui est en train d'émerger. Voilà. Alors, c'est de ça dont j'ai envie de te parler. J'ai envie de te parler de ce bonheur, de cette recherche de bonheur, des pièges qui nous maintiennent dans ce conformisme en lien avec le bonheur. Et puis également, je te parlerai de mon expérience et je te donnerai quelques clés en lien avec mon grand âge. En tout cas, avec mon expérience et puis surtout avec l'expérience qui m'a été partagée par toute une série de personnes de la communauté des émotifs talentueux. On se retrouve tout de suite avec cet épisode sur le bonheur et plus précisément tout pour être heureux, enfin sortir de la conformité. À tout de suite. Sacré Nana est un podcast hebdomadaire qui s'adresse aux femmes qui veulent incarner leurs multiples facettes sur tous les plans de leur vie. Ces femmes qui veulent s'assumer avec authenticité et ouverture du cœur. Il s'adresse aussi aux sacrés mecs qui ont un désir authentique de comprendre et de soutenir les femmes dans leur parcours singulier. Tu découvriras des clés pour vivre pleinement ta puissance féminine par le biais d'entrevues avec des experts, des témoignages, ainsi que des épisodes solo relatant les nombreux conseils pour mieux incarner chaque facette du diamant que tu es. Cela en vue de développer ta foi en la vie, de ton potentiel féminin et de te réaliser sur de nombreux plans personnels et professionnels avec légèreté et joie. Et si tu es concerné par la haute sensibilité et le haut potentiel, tu trouveras également des ressources dans ce podcast. Sacré Nana est animé par Nathalie Alsten, senior coach, thérapeute, auteure du livre Émotif talentueux, être soi autrement et fondatrice de l'approche du développement du potentiel humaniste. Bienvenue parmi nous, Sacré Nana, le podcast qui te permet de rayonner de 1000 facettes. Tu as tout pour être heureuse. Ça, c'est un truc qui m'agace, qui m'a longtemps agacée. D'ailleurs, quand j'entends cette expression, il y a quelqu'un, une personne qui m'est très chère, qui m'a sorti ça encore il n'y a pas longtemps, et ça m'a mais agacée, tu ne peux pas savoir. J'étais vraiment en réaction parce que euh, moi, dans mon ressenti, je suis quelqu'un qui est très, très intuitive, je suis très intuitive et je ressens énormément les choses. Et quand j'ai en face de moi quelqu'un qui alors, j'ai même pas envie de dire qui essaye de me persuader, mais qui essaye de se persuader. On se raconte tous des salades. Hein. Je suis la première à m'en être racontée pendant des années. Euh, Ça vient me chercher. Ça vient me chercher et en même temps, ça donne des termes de podcast comme celui-ci, que tu retrouveras également si tu le souhaites sur mon blog Regard pluriel sur le haut potentiel, où je reliste tout ça si tu as envie vraiment de creuser. Hein, c'est assez intéressant parce que tu l'as dans deux versions, cette version podcast et également la version sur le blog. Euh, alors, c'est vrai que chez certaines personnes, et j'ai accompagné pas mal de gens, pour qui, sur le papier, tout semble parfait. Tu sais, je vais être dans la caricature, hein, mais la belle maison, le mari, les enfants, le beau travail, beaucoup d'argent, on part en vacances 3 fois par an, on peut s'offrir tout ce qu'on veut, et en même temps, c'est une vie vide de sens. Alors, c'est pas toujours aussi drastique, mais c'est quelque chose qui m'a beaucoup touchée. C'est une série de femmes que j'ai accompagnées et qui avaient l'impression qu'elles ne pouvaient pas quitter leur mari, qui étaient dans un mariage qui ne leur convenait pas, un mariage de convenance pour plein de raisons. Hein. Peut-être que quand elles se sont mariées avec
vraiment avec amour. Et puis parfois, elles se sont dites que c'était le bon choix. Voilà, pour plein de raisons, et c'est pas le propos ici de cet épisode, mais le propos, c'est de mettre de la conscience là-dessus et peut-être d'arrêter de se raconter des salades. Parce que ce que j'observe quand même, en particulier chez les personnes qui ont découvert, euh, qui ont mis des mots sur leur singularité, que ce soit le haut potentiel, le multi, la haute sensibilité, la double exceptionnalité, à un âge adulte, il y a eu très longtemps ce sentiment de décalage, voire même d'imposture, qui fait que on a appris à se suradapter pour faire partie du monde, parce qu'on a l'impression qu'on n'a pas les codes et qu'on n'a pas bien compris les codes. Alors, c'est souvent ce qu'on me demande d'ailleurs, hein, d'avoir des codes pour mieux communiquer. Alors moi, je pense qu'on communique très bien, c'est juste que on essaye de s'adapter à quelque chose qui ne nous correspond pas. Euh, mais à force de croire, je reviens à la suradaptation, à force de croire que on est le problème dans un monde qui nous échappe, et ben, on développe une tendance à analyser en profondeur, à questionner incessamment tout ce qui nous entoure. Et parfois, ça nous éloigne de l'essentiel et on reste juste dans notre tête et on tente de trouver des solutions et la clé, elle n'est pas là. En tout cas, dans mon expérience, la clé n'est vraiment pas là. Au contraire, c'est un énorme piège qui fait que on peut passer dans une surcharge mentale euh, et, euh, et continuer à alimenter, alimenter, alimenter la tête au lieu de revenir au corps. Moi, je dis toujours, souvent que le corps est notre boussole et pour n'importe qui. Alors, ça ne va pas se situer au même endroit dans le corps en fonction des personnes, mais tellement important de pouvoir revenir à ça. Et moi, personnellement, ça m'attriste tellement euh, de voir des gens qui continuent à se raconter des salades. Parce qu'à un moment ou à un autre, en tout cas dans mon expérience personnelle, chaque fois que je m'en suis raconté trop longtemps, la vie est toujours revenue me rattraper. Alors je rigole maintenant, mais je t'assure qu'il y a eu des tas de moments où j'ai pas rigolé, où j'ai vraiment dégusté, et encore très récemment. Et en même temps, voilà, j'ai parfois l'impression que j'ai tout appris et que je peux effectivement naviguer facilement. Ben non, j'ai pas encore tout appris. Ben oui, je me raconte encore des salades. Et en te partageant les éléments de cet épisode, ben c'est ça que j'ai envie de te transmettre, de te permettre de mettre de la conscience et de la lumière sur certaines choses dont tu n'avais peut-être pas conscience jusqu'à présent et d'aller à la rencontre de ta vie parce qu'aujourd'hui, je me rends vraiment compte combien la vie est précieuse et parfois on perd son temps pour finalement quelque chose qui ne nous rend pas heureux. Alors, tout pour être heureux, hein, comme je le disais juste avant, il y a tellement d'injonctions alentour de cette notion du bonheur. On en parle beaucoup, il y a des tas de bouquins là-dessus, même des autres podcasts, des épisodes qui t'expliquent comment être heureux. Et c'est toutes les injonctions du développement personnel avec lesquelles je prends aujourd'hui pas mal de distance. Alors, je ne rejette pas tout, mais je rejette cette idée d'idéal de vie à atteindre. Parce que finalement, ça veut dire quoi être heureux? Je pense que c'est vraiment quelque chose de très, très personnel, d'autant plus quand on a vécu dans ce sentiment de décalage pendant des années. Pour plein de personnes, ça va évoquer une vie comblée de réussite matérielle, de relations épanouissantes. Encore faut-il savoir ce que c'est que des relations épanouissantes, d'une bonne santé. Euh, et pour moi, comme pour beaucoup de personnes concernées par le haut potentiel, ça peut être complètement réducteur de voir les choses de cette manière-là et ça peut être loin de sa propre réalité intérieure et parfois on ne l'écoute pas et on essaye de se raccrocher à une autre réalité qui est quelque chose d'extérieur à nous. Euh, En tout cas, ce que je mets en avant, pour moi, le sentiment de bonheur, enfin, c'est vraiment un sentiment et ça peut être très passager, pardon, partagé. Ça peut être partagé aussi. C'est vraiment un sentiment de complétude. Euh, et même si je peux me sentir en décalage par rapport au monde, eh bien, ce sentiment de complétude, il peut malgré tout bel et bien être là et ça ne va plus m'atteindre. Ça, pour moi, c'est vraiment quelque chose du bonheur. Je ne te dis pas que c'est simple, je ne te dis pas que je l'ai tout le temps, mais je me rends compte que je peux y arriver de plus en plus et que
il y a toute une série de choses dans ma vie qui deviennent non négociables parce que je peux connecter à ça. La quête de sens, l'intensité émotionnelle, l'état du monde, la soif d'authenticité, euh, ça peut prendre du sens aussi hein, dans cette quête de bonheur. Euh, voilà. Euh, Pas pour rien non plus que en lien avec le bonheur, hein, des titres les plus vendus dans le milieu du haut potentiel, c'est celui de Jeanne Siopachin, trop intelligent pour être heureux, qui en même temps met en lumière le fait qu'on ne pourrait pas être heureux et parce qu'on est tellement dans la tête, donc sur ce postulat-là, je peux l'entendre et en même temps, bien sûr que tout le monde peut être heureux pour peu qu'on ne s'enferme pas dans une définition du bonheur qui ne nous correspond pas et pour peu qu'on ne veuille pas que le bonheur soit un état permanent, parce que c'est juste pas possible, à mon sens. Alors, je pourrais écrire un bouquin complet hein, sur cette histoire-là, donc je vais commencer par aborder, en tout cas dans cet épisode, une série de pièges que j'ai pu repérer et qui nous maintiennent dans un conformisme, ce conformisme qui nous appelle à une forme de bonheur. Okay. Et une fois de plus, je remets en avant que c'est particulièrement le cas de personnes qui découvrent leur douance ou leur singularité à l'âge adulte. Alors, cette fameuse conformité, hein, ce besoin de conformité en lien avec le sentiment de décalage et la peur d'être démasqué dans ce décalage, parce que souvent on croit on n'est pas OK, OK. Ça, c'est un premier piège. Hein, pour beaucoup, en tout cas moi je l'ai vécu, la pression de me conformer aux attentes sociales. J'ai grandi dans une famille qui fonctionne de cette manière-là. Et la peur d'être vue comme différente, d'être démasquée, jugée, ça a été très paralysant pour moi. Ça allait de moins en moins. Mais de temps en temps, ça revient quand même. Je trouve que c'est important de pouvoir exprimer ça parce que comme j'aime le dire régulièrement, c'est pas binaire, c'est pas un oui ou un non. Hein, il y a toute de la nuance là-dedans en fonction de avec qui je suis, dans quel environnement, dans quelle posture, à quel moment. Est-ce que je suis fatiguée, pas fatiguée, évidemment. Hein, voilà. Et ça peut être quelque chose d'angoissant pour une série de personnes qui peut être exacerbé par le syndrome de l'imposteur. Tu sais, le syndrome de l'imposteur, c'est cette croyance qui est erronée, je le précise, que nos réussites sont le fruit de chance plutôt que de nos compétences et nos efforts. Et peut-être que justement, comme on ne fait pas beaucoup d'efforts, on a l'impression qu'on ne mérite pas la reconnaissance de nos succès. Et ça, c'est un piège qui peut nous enfermer dans un cycle de doute perpétuel sur notre légitimité. Donc ça, c'est un premier aspect. Alors, comme je m'adresse aux sacrés nanas, hein, il y a les attentes de genre. J'ai eu la chance de grandir dans une famille où on m'a jamais dit que c'était un problème d'être une femme. J'ai pas mal de rôles féminins assez puissants, j'ai envie de dire, même si j'ai des modèles de femmes dans ma famille qui peuvent être dans quelque chose de très soumis, mais voilà, j'ai pas que ça. C'est un mélange, donc ça aide évidemment, hein, surtout quand tu es chef d'entreprise et que tu décides de lancer ta boîte. Ça a probablement aidé. Mais pour les femmes, il y a encore des attentes de genre qui peuvent constituer un piège supplémentaire. Euh, Comme par exemple qu'on est la femme de quelqu'un. Moi, ça marche. C'est très drôle parce que ça m'a pas mal marqué. Quand j'ai fait mes études, on a un jour une dame, moi je fais des études en communication marketing, c'était il y a longtemps, il y a presque 40 ans, et une dame, une chasseuse de tête, une recruteuse qui est venue nous parler et qui nous a vraiment invités à garder notre nom de jeune fille parce qu'on ne savait jamais ce qui pouvait se passer. Et en fait, pour moi, c'était déjà évident. Et quand je me suis mariée très jeune, moi j'avais 23 ans. Et je me rappelle, c'est aussi l'époque à laquelle j'ai eu mon premier job. Et donc, où euh, je pense que c'était, alors, ouais, je pense que c'était mon premier compte en banque, ou en tout cas, j'avais besoin d'ouvrir un compte en banque. Je ne sais plus si c'était avec mon mari ou pas, je ne me rappelle plus, mais par contre, je me rappelle très, très bien quand la dame qui savait que je venais de me marier m'a demandé mon nom d'épouse. Je l'ai regardé, je lui ai dit pourquoi.
Bah, elle m'a dit pour vos chèques, bah non, j'ai dit mon nom c'est Alsten. Donc voilà, j'ai cette chance-là, je fais déjà avoir une partie de Sacré Nana. Mon côté rebelle était déjà bien là, mais je mesure combien de femmes se sont conformées à certaines normes et ça en est une, il y en a des tas d'autres, hein, de ce qui est soi-disant un comportement féminin et qui peut malheureusement étouffer l'expression de soi et la réalisation des aspirations personnelles. Alors il y a d'autres enjeux chez les hommes, hein, je n'ai pas envie d'avoir un discours féministe ici, c'est pas mon truc. Mais voilà, il y a néanmoins chez les sacrés nanas, il peut y avoir cet aspect-là des choses. Alors, la suradaptation est également un piège. Quand, surtout, une fois de plus, quand on n'a pas identifié son haut potentiel avant l'âge adulte, ben, comme on pense qu'on est le problème, on s'adapte, on se suradapte. Alors, ça n'est jamais un problème de s'adapter de temps en temps, parce que je pense que quand on est en société, ça nous arrive à tous, bien entendu. Là où ça devient vraiment quelque chose, c'est d'être dans une adaptation constante et importante. C'est épuisant. Cette adaptation constante aux normes et aux attentes extérieures, elle arrive au détriment des besoins et des désirs propres, et ça crée un décalage profondément ancré entre ce qu'on vit et ce que l'on est vraiment. Et une fois de plus, c'est épuisant et ça peut mener au burn-out, par exemple. Enfin, je vais reparler effectivement des risques juste après. Alors, une vie bien comme il faut, bon, on est encore dans ta suradaptation, mais j'aime bien cette. Moi, le bien comme il faut, c'est probablement une expression. Je ne dis pas qu'elle vient de ma famille, mais je parle souvent de tante Germaine, hein. Ma tante Germaine, c'est ma petite voix qui me dit que je devrais faire bien comme il faut et c'est une des injonctions qui arrivent parce que j'ai grandi dans un environnement, dans un milieu qui fait que bah il y a toute une série de croyances et parfois elles sont encore là. Parfois je me marre parce que je les balaye très très rapidement. Parfois elles prennent un petit peu plus de place, puis il y en a que j'ai complètement abandonné. Mais la vie bien comme il faut, quand on a déjà construit une vie qui semble correspondre à tous les critères du bonheur conventionnel, remettre en question ce modèle, ben, ça peut sembler futile, ingrat, compliqué. La peur du changement, de l'incertitude, du jugement social, ben, ça renforce le piège du conformisme. Et c'est loin d'être anodin. Le sentiment qu'il est trop tard pour changer. Alors ça, je retrouve ce sentiment-là chez les personnes qui se découvrent, entre guillemets, sur le tard, 45, 50, 60 ans, même parfois 70 ans. Ça arrive régulièrement, plus souvent qu'on ne le pense. Et puis j'entends mais si j'avais su avant, ben évidemment. Alors, il y a certaines personnes qui voient le futur et qui sont très, très enthousiastes en se disant, mais génial, il me reste encore, alors on ne sait jamais combien d'années on a encore à vivre, mais il y a le futur devant soi. Et puis, il y en a d'autres qui nourrissent encore ce sentiment de frustration, de colère par rapport au fait que voilà, la vie a été compliquée et que si on avait su, ça aurait probablement changé plein de choses. Peut-être pas, en fait, on n'en sait rien. Mais pour certaines, c'est cette impression que alors qu'il est trop tard au moment de la découverte du haut potentiel, mais que de toute façon, en lien avec le reste, avec le changement, avec un statut, moi, il y a personne qui me dise, bah, je vais quand même pas changer de type de travail à mon âge. Bah, moi, je dis, bah, pourquoi pas? Bah, je, je- je lisais hier un article sur les femmes de 50 ans et combien elles étaient professionnellement malmenées, combien c'était compliqué, etc. Alors, je suis peut-être l'exception qui confirme la règle et j'admets que comme j'ai ma propre activité et que j'ai un côté rebelle, même s'il ne se voit pas forcément au début, moi je suis une gentille rebelle, mais je suis très rebelle depuis longtemps. Le conformisme, c'est pas mon truc depuis longtemps, même si j'ai toujours cru que euh, j'étais pas adaptée, mais j'ai assumé longtemps en douce de ne pas être adaptée, même si ça a pu être souffrant. J'ai jamais aimé être comme les autres. J'ai toujours à moitié assumé ça, sauf qu'aujourd'hui, c'est beaucoup plus facile, évidemment, hein, et certaines parties, certaines de mes facettes sont vraiment en train de d'éclore au grand jour, hein, même si elles étaient là avant. Euh, mais pour moi, il a jamais été trop tard pour changer quoi que ce soit. Et quand
J'entends effectivement que à 50 ans, on est pratiquement foutu par rapport à la société. Je trouve ça dommage d'alimenter cette croyance-là. Alors, je ne dis pas que ça n'est pas le cas. Moi, mon propos ici, c'est en tant que sacrée nana, et ça pourrait être un discours que je transmets aux messieurs qui nous écoutent aussi. Euh, Déjà, si toi, tu décides que c'est pas le cas, je te promets que ça va changer déjà pas mal de choses. Moi, perso, alors peut-être parce que comme je suis indépendante et que j'ai ma propre activité et qu'on m'accorde une certaine sagesse, une certaine expérience, ça aide. Mais je trouve ça beaucoup plus facile à 50 ans. J'ai l'impression qu'on me prend beaucoup plus au sérieux à 50 ans que ça n'était le cas à 30 ou à 40. Voilà. Ça n'engage que moi. Hein, chacune ou chacun se fera son ou sa propre opinion par rapport à ça. Mais beaucoup de personnes me disent, mais moi je suis beaucoup trop engagée dans une vie qui est déjà établie, qui devrait m'apporter satisfaction. Euh, et c'est compliqué de changer. Voilà. Euh, oui, effectivement, ça peut sembler plus compliqué, mais ça n'est pas forcément impossible. Alors, ce que je rencontre très, très souvent comme piège, que je peux également tout à fait entendre, c'est l'impact sur ses proches. Euh, Beaucoup de personnes me disent, oui, mais toi, tu n'as pas d'enfant, tu n'as pas de famille, tu fais ce que tu veux. Oui, probablement que ça aide, j'entends bien. Mais combien parfois je suis touchée de voir que certaines femmes ont cette notion, et certains hommes ont cette notion du sacrifice euh, personnel. Parfois, en souriant et gentiment, hein, j'ai appelé certaines de mes clientes Mère Teresa en disant, mais tu te sacrifies complètement pour ta famille alors que tu n'as même pas posé la question à ta famille de ce que ça engendrait pour eux un nouveau projet professionnel pour toi ou une autre manière de faire. Peut-être que ton entourage serait super content. Pour certaines personnes, même ça, c'est difficilement envisageable. Euh, je disais à un ami il n'y a pas longtemps, euh, et ça me touche de dire ça, tes enfants, ils vont pas se rappeler de ce que tu as fait, de ce que tu as réalisé, etc., quand tu seras plus là. Ils vont se rappeler, et c'est vraiment quelque chose que j'ai envie de te transmettre là. Ton entourage, les gens qui t'aiment, les gens que tu aimes, ils vont se rappeler d'une chose, c'est comment ils se sont sentis en ta présence. Et au plus tu vas rayonner, au plus tu vas te sentir bien, au plus tu vas être en phase, en connexion avec ta vraie nature, bah, évidemment, en plus au plus, pardon, ça va avoir un impact positif sur ton entourage. J'en suis absolument convaincue. Voilà. Alors après, oui, ça veut peut-être dire que dans les amis, etc., tu vas peut-être te détacher. Moi, je n'ai pas envie de dire perdre, mais te détacher, prendre de la distance avec certaines personnes. Mais dans mon expérience sur le chemin, on en rencontre d'autres et ça, c'est vraiment génial parce qu'il y a d'autres niveaux de conscience et des partages où tout est beaucoup plus intense, plus dense, plus en présence, euh, avec un niveau d'intimité beaucoup plus important. Alors pour moi, c'est important. Peut-être que ça ne l'est pas pour toi. Mais je trouve que ça peut être beau. Hein. Donc voilà. Alors ça, c'est un des pièges, hein, peur de perdre ses proches dans l'avancement. Voilà. Après, oui, ça peut arriver, bien entendu, mais est-ce que toi, tu as envie de te perdre? C'est aussi une grande question, ce n'est pas la réponse. Elle t'appartient à toi. Alors, la peur du changement, hein, c'est vraiment, et du jugement. C'est la peur du changement, elle est intrinsèque et elle est effrayante pour l'être humain de manière générale, d'autant plus quand ça peut nous exposer au jugement d'autrui. Si tu as grandi dans quelque chose de socialement bien comme il faut, c'est d'autant plus fort cette peur de nous maintenir dans des situations insatisfaisantes simplement parce qu'elles sont familières. On sait ce qu'on a, on ne sait pas ce qu'on aura et on a peur de changement. Ça paraît moins risqué et donc il y a des tas de personnes qui restent là-dedans et dans des habitudes, dans une vie qui va peut-être être
monotone et on va s'en satisfaire. Alors voilà, chacun fait ce qu'il veut. Moi, j'ai fait le choix qu'elle soit pas monotone, ma vie, qu'elle soit vibrante. Donc, mais c'est mon choix. Ça vient me chercher quand je vois que d'autres personnes restent dans leur zone de confort. Finalement, qui suis-je pour juger ça? Parce que ça peut être du jugement, hein, voilà. Euh, alors, quand les ruptures de vie nous montrent le chemin, ça, c'est l'étape suivante, hein, c'est quand effectivement on est dans ces pièges, mais que la vie est plus forte. Ce que j'appelle les ruptures de vie, ce sont des moments, hein, qui peuvent se traduire de différentes manières où bah, ça ne tient plus. Tu sais, ce qui craquelait un petit peu là sur le mur, c'était juste des fissures qu'on voyait à peine, et ben, à un moment donné, ça craquait très très fort et le mur se casse. Ça, c'est la métaphore qui parle de, effectivement, ces fameuses ruptures de vie. Moi, une de mes ruptures de vie, ça a été mon accident de voiture en 2012. Et c'est arrivé à un moment, je savais, mais je savais. Alors, donc j'ai fait, entre guillemets, pas de ma faute. Une voiture est arrivée en sens interdit, en sens inverse. Heureusement, on était en ville et ça roulait pas vite. Mais quand même, plus de voitures, hein. Les airbags se sont déployés. Moi, j'ai vraiment cru que j'allais mourir. C'est très rapide. Et quand je suis sortie indemne, on va dire pratiquement indemne physiquement. Je dis pratiquement parce que j'ai pas eu grand-chose compte tenu du choc, là. Voilà. Euh, je savais qu'il y a quelque chose qui allait changer, qui devait changer dans ma vie. C'était une évidence, d'autant que ça s'est passé le lendemain d'un audit en lien avec mon entreprise pour être certifié organisme de formation. En France, on a encore ça, on en a moins en Belgique aujourd'hui. Et le réviseur m'avait dit, parce que ce n'était pas la première fois que je travaillais avec lui, hein, c'était la deux ou troisième fois que je représentais le dossier. J'avais chaque fois mon agrément. Il m'avait dit, je ne suis pas sûre que ça va passer, pas parce que le contenu de ce qu'on me donnait est toujours impeccable, mais ils sont en train de changer de politique et pas certain que ça passe. Et effectivement, ce n'est pas passé. Alors donc, ça a eu un impact sur mon business, en plus de l'accident de voiture, qui fait que j'ai dû m'arrêter de travailler pendant un moment, suite à un choc post-traumatique. Parce que ça n'a pas été physique, mais émotionnellement. C'est arrivé en plus quelques mois après la découverte de mon haut potentiel, et bim, il y a un truc qui a explosé en vol chez moi. Et en même temps, j'ai beaucoup de gratitude aujourd'hui. Je dis bien aujourd'hui, parce que ça a été très compliqué à ce moment-là. En perte de revenus, j'avais pas assez de côté, j'avais plus de bagnole. Ça a remis en question plein de choses, mais en même temps, ça m'a vraiment permis d'aller creuser bien loin, de faire de l'archéologie, mais qui a été intéressante parce que j'ai été fouillée dans des endroits que je n'avais pas envie de fouiller. Et puis je suis revenue au corps aussi. Ça a fait émerger pas mal de choses. Et j'ai beaucoup de gratitude pour ce moment-là de ma vie, même si ça a été un passage compliqué, hein, parce que ça a été une première phase dans cette boucle d'éveil en ce qui me concerne. Ça n'a pas été la dernière, mais voilà. Euh, alors, ces ruptures de vie, en fait, elles sont là pourquoi? Parce que se conformer à une existence qui ne reflète pas notre essence véritable, bah, surtout en tant que sacré nana, c'est pas sans risque, hein, et en tant que sacré mec non plus. Euh, à titre personnel, je pense que les conséquences de ne pas vivre en accord avec soi-même, ça peut être costaud, sévère. Ça peut même aller parfois au burn-out, à la dépression. Certaines personnes vont parler de nuit noire de l'âme, hein, tu sais, cette période d'obscurité intérieure où on perd tous ses repères. Des événements majeurs de vie, un divorce, perte d'emploi, accident, décès, maladie. Ça peut survenir en agissant comme des catalyseurs d'un réveil parfois douloureux, hein, et souvent douloureux à notre véritable nature. Alors, il n'y a pas d'injonction ici en disant que si tu fais pas ce qu'il faut, tu vas tomber malade, que tu vas avoir un accident. C'est pas ça mon propos, hein, qu'on soit bien clair. Néanmoins, j'ai toujours, à titre personnel, regardé ces éléments de vie en me demandant comment ils m'avaient permis de me réaligner, en fait, de mieux me connaître, de cultiver ma graine de sagesse et de me réaligner, de revenir à moi. Ça a souvent été le cas quand même. Donc voilà. Et l'idée, c'est pas de te faire peur ici.
Je pense que, alors tout le monde ne passe pas forcément par des grands écarts comme moi j'ai pu en avoir dans ma vie pour écrire un bouquin, mais en même temps, ça me donne plein d'histoires à raconter. Euh, mais je l'ai vu chez beaucoup de personnes aussi dans les personnes que j'ai accompagnées. Mais ce que j'ai envie de te dire, ce sont aussi les périodes qui sont porteuses d'espoir, même si à un moment donné, tu te dis que à quoi bon, tu... Alors, toi, t'as pas forcément vécu de rupture de vie, mais tu tournes en rond et tu donnes pas du sens, etc. Bah, c'est peut-être justement l'appel à revenir à toi, au corps et à vraiment connecter à ton âme, à ta nature profonde. Ce sont des termes que je pose vraiment, parce que sinon tu restes dans ta tête. Donc voilà. Tous ces moments-là peuvent être des moments décisifs qui nous permettent de nous réévaluer, de nous réaligner, parce que ce qui est essentiel, c'est de se reconnecter à nos véritables désirs et besoins. Et tu le sais parce que tu es dans la joie, parce que tu es euh, dans, dans quelque chose qui vibre. C'est le cœur qui te donne les indicateurs, en tout cas dans mon expérience. Et si tu ne ressens pas, bah, c'est aussi une opportunité de remettre en question le chemin emprunté jusque-là et d'oser une vie plus authentique. Pas par hasard hein, que tu as parfois des gens à qui on annonce qu'ils n'ont plus que X semaines ou mois à vivre, qui plaquent tout, qui vivent leur vie, puisque ce sont leurs derniers moments, et en fait, ils guérissent. J'ai entendu, ça m'a souvent touché, ça a entendu plusieurs fois des histoires comme celle-là. Voilà, après, on n'y croit pas, hein, mais voilà. En tout cas, ce dont je suis euh, témoin assez souvent, ce sont des périodes qui permettent de découvrir une résilience insoupçonnée et des moments où on va rebâtir sur des fondations plus authentiques et satisfaisantes. Ce sont des transitions de vie, parfois effectivement douloureuses, mais qui peuvent être tellement porteuses quand on revient à soi-même, hein, et de soi-même, le même du verbe aimer, de m'aimer, voilà. Euh, voilà, alors je vais parler de mon expérience de vie, hein, tu vois, si tu vas lire l'article, j'en reparle. Et aujourd'hui, ce que je peux te dire, c'est ben, ça devient de plus en plus clair que les succès extérieurs, les possessions matérielles, les statuts sociaux sont pas mes véritables sources de bonheur, même si je ne nie pas que c'est agréable hein, et que ça peut y contribuer, ça bien entendu. Euh, je suis assez claire avec ça, mais c'est pas l'essentiel pour moi. Dans ce que j'ai pu explorer au niveau de mes chemins. J'ai expérimenté plein d'approches pour trouver de la satisfaction, énormément travaillé sur moi. J'en parle régulièrement. Je suis très contente de l'avoir fait. Mais finalement, ce qui est très clair pour moi, c'est que la plénitude, en fait, elle réside en moi et nulle part ailleurs. Elle vient pas, certainement pas de l'extérieur. Voilà. Euh, alors, mon parcours, comme celui de beaucoup d'entre nous, il est jalonné de moments de joie, de peine. Puis, plus particulièrement, il y a eu la disparition de pas mal de proches. Et ça m'a vraiment permis de prendre du recul et de renforcer ma compréhension de la fragilité de la vie, mais surtout, surtout, surtout de l'importance de chercher un sens plus profond à mon existence et de mesurer combien le temps est un bien précieux et que j'ai plus envie de gaspiller dans des quêtes vaines de validation externe. Enfin, moi, je ne vais pas dire que c'est fini, hein, je suis un être humain, bien entendu, mais de moins en moins, et ça fait du bien. Et c'est vraiment ce que j'ai envie de te souhaiter. Peut-être le privilège de la sagesse, de l'âge, capacité à discerner que c'est ce qui est vraiment important. Et ça, pour moi, c'est un des biens les plus précieux. J'apprécie de plus en plus les plaisirs simples, chérir les moments de connexion authentique avec moi-même, hein, des moments de solitude. C'est vraiment important pour moi, avec les autres, avec les personnes avec qui je me sens nourrie, je peux échanger. C'est vraiment, vraiment chouette. Et tu le sens, hein, ça vibre. Voilà, ça, c'est vraiment important pour moi, avec qui je vais rire. Euh, et ça peut être, ça ne va pas être compliqué. Ça peut être dans l'instant présent, ça ne va pas forcément être prévu. Profiter de l'instant présent, à reconnecter à cette petite fille espiègle en moi, à prendre plaisir à ce que je suis en train de faire, que ce soit en train de cuisiner,
de me promener, de jouer avec mes chiens, de faire des câlins avec quelqu'un. Bah, voilà, peu importe. Ça, c'est vraiment pour moi l'important. Voilà ce que j'avais envie de te partager. Puis moi, mon invitation à toi qui m'écoutes, c'est vraiment d'aller, de t'offrir ce cadeau, de connecter à toi, de te réaligner, de réaligner tes actions et tes choix sur ce que te nourrit véritablement, ce qui nourrit véritablement ton âme, euh, d'abandonner tes masques, de d'oser, grain de folie, être pleinement toi-même, d'honorer ton parcours unique avec toutes ses richesses et ses imperfections, de surtout pas vouloir correspondre à ce qu'on t'a dit qu'il fallait faire et à cette injonction que tu as tout pour être heureux et de t'enfermer là-dedans, de vivre pleinement. Et ça, vivre pleinement pour moi, c'est reconnaître et embrasser le cadeau de chaque instant, fort des enseignements du passé, bien entendu, avec une ouverture curieuse vers l'avenir, voir ce qui se passe, simplement, de laisser être. Voilà. Voilà ce que j'avais envie de te partager. Puis je te rappelle que si tu as envie de lire une partie de ce que j'ai dit, peut-être avec des rajouts, parce que je raconte jamais la même chose dans mes épisodes de podcast, que je ne lis pas tout simplement mes articles, tu peux aller sur mon blog, c'est regard pluriel sur le hautpotentiel.com. Tu trouves dans la description le lien vers le blog sur lequel je t'invite. À bientôt!